Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le libertarianisme. C'est une philosophie politique qui est souvent mal comprise, parfois même caricaturée, mais qui est en fait, remarquablement cohérente. Imaginez un peu, toute une société, tout un ordre social qui serait bâti sur un seul et unique principe. C'est cette idée, assez folle quand on y pense, qu'on va explorer ensemble. Alors, pour bien commencer, je vais poser une question qui peut paraître un peu extrême. Et si toute la société, absolument toutes nos interactions, n'étaient régies que par une seule loi? Une seule loi. Ça semble un peu fou, non? Eh bien, c'est précisément le défi que le libertarianisme essaie de relever. Voyons voir comment il s'y prend. Bon, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, tout part de là, du pilier fondamental. Vraiment le point de départ absolu, l'axiome non négociable de toute la pensée libertarienne. C'est cette idée toute simple. Chaque individu est propriétaire de lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la propriété de soi? Eh bien, ça veut dire que ça crée une sorte d'espace inviolable autour de chaque personne. Pensez-y comme une bulle de protection personnelle. Et cette bulle, personne n'a le droit de la franchir sans consentement. C'est vraiment ça le socle de toute l'autonomie individuelle dans cette philosophie. Pour bien défendre ce principe, des penseurs comme le célèbre Murray Rothbard ont fait un petit exercice de pensée. Ils se sont dit « Ok, imaginons qu'on ne s'appartient pas. Quelles sont les alternatives ?» Et en fait, il n'en a que deux. Première option, tout le monde possède une petite part de tout le monde. Résultat, une paralysie totale. Personne ne peut rien faire sans l'accord de tous les autres. C'est l'impasse. Deuxième option, un groupe de personnes en possède un autre. Et ça porte un nom, c'est l'esclavage. Du coup, pour les libertariens, le choix est vite fait. Ces deux alternatives sont soit complètement absurdes, soit moralement monstrueuses. Et c'est là qu'on arrive à une idée vraiment fascinante, je trouve. La contradiction performative. Accrochez-vous, c'est assez malin. L'idée, c'est que le simple fait de débattre, d'argumenter contre la propriété de soi, eh bien cet acte même prouve que l'on s'appartient. Pourquoi? Parce que pour argumenter, il faut bien utiliser son corps, sa voix, son cerveau. On exerce un contrôle exclusif dessus. Donc en gros, argumenter contre la propriété de soi, c'est se contredire soi-même en direct. C'est l'acte même qui contredit le propos. D'accord. Donc, on a établi que chaque personne s'appartient. C'est le point de départ. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les choses, les objets, la terre, les ressources? La grande question, c'est de savoir comment ce principe de propriété de soi peut logiquement s'étendre au monde matériel qui nous entoure. Alors, la théorie classique, celle qu'on doit en grande partie au philosophe John Locke, c'est ce qu'on appelle l'appropriation originelle. L'idée est assez intuitive en fait. Prenez une ressource qui n'appartient à personne, disons un bout de terre sauvage. Si un individu y mélange son travail, c'est-à-dire qu'il la cultive, qu'il y construit quelque chose, alors comme son travail est une extension de lui-même, la ressource devient sa propriété. C'est aussi simple que ça. Mais il y a un mais. Une critique plus moderne, portée par des gens comme Stephen Kinsella, vient un peu nuancer tout ça. Pour eux, cette histoire de mélanger son travail, c'est une jolie métaphore, mais c'est un peu flou, un peu trop abstrait. Ce qui compte vraiment, selon eux, c'est l'acte objectif et concret. C'est le fait d'être le tout premier à délimiter, à s'approprier et à utiliser une ressource. C'est ce premier usage, ce homesteading, qui crée le droit de propriété. C'est moins poétique, mais peut-être plus clair. Bon, récapitulons. On a la propriété de soi. On a une théorie pour la propriété des choses. Maintenant qu'on a posé ces deux fondations, on peut enfin énoncer la règle, l'unique règle qui, en théorie, devrait suffire à gouverner toutes les interactions humaines. Et la voici, cette fameuse règle, le principe de non-agression, ou PNA. Et attention, il y a un mot qui est absolument crucial ici, c'est le mot « initier ». Le principe n'interdit pas l'usage de la force en soi, il interdit d'initier l'usage de la force. Ça veut dire que si quelqu'un agresse, on a tout à fait le droit de se défendre, d'utiliser la force en retour. La légitime défense est donc parfaitement compatible. Ce qui est interdit, c'est d'être le premier à frapper. Alors concrètement, c'est quoi une agression dans ce cadre? Bon, évidemment, il y a l'agression physique contre le corps. Un assaut, un enlèvement, ça c'est clair. Mais ça s'applique aussi à la propriété. Le vol, la fraude, c'est une agression. Entrer sur le terrain de quelqu'un sans sa permission, c'est une agression. Et ça va même plus loin, des nuisances comme des fumées toxiques ou un bruit assourdissant qui envahissent une propriété sont aussi considérés comme des agressions. En fait, c'est simple. Tout ce qui franchit la frontière de la propriété d'autrui, que ce soit le corps ou un bien, sans son consentement, c'est une agression. Alors là, on pourrait se dire « Super, tout le monde est d'accord, c'est simple. » Eh bien, pas si vite. Si la plupart des libertariens sont d'accord sur ces grands principes, c'est quand on passe à l'application concrète que les choses se corsent et que les grandes divisions apparaissent, et elles sont de taille. Le plus grand schisme, la division principale, elle se joue sur la question de l'État. D'un côté, on a ce qu'on appelle les minarchistes. Eux, ils sont pour un État, mais un État ultra-minimal, un État veilleur de nuit dont les seules fonctions seraient la police, la justice et l'armée, juste de quoi protéger les gens de l'agression.
Et de l'autre côté, on a les anarcho-capitalistes. Pour eux, c'est très clair. Même un État minimal, c'est déjà trop. Parce qu'un État, par définition, il prélève des impôts, ce qu'ils voient comme du vol, et il a le monopole de la force. Pour eux, c'est une agression institutionnalisée. Leur solution, tout privatiser, y compris la police et les tribunaux. Une autre grande division, c'est sur la justification philosophique de tout ça. En gros, la question c'est pourquoi est-ce que la liberté et la non-agression, c'est bien? Il y a deux grandes écoles. La première, la plus courante, est déontologique. En clair, ça veut dire qu'ils pensent que l'agression est intrinsèquement mauvaise. C'est une question de principe, ça viole les droits naturels, point final. L'autre école est conséquentialiste. Eux, ils ne partent pas d'un principe moral abstrait. Ils disent simplement « regardez les résultats ». Une société libre, basée sur la non-agression, c'est celle qui produit le plus de richesse, de bonheur et de paix pour le plus grand nombre. On défend la liberté parce que ça marche. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. Comment ces beaux principes s'appliquent-ils à des sujets bien réels et souvent très controversés? C'est maintenant que les choses deviennent vraiment intéressantes. Et là, on touche à l'une des conséquences les plus radicales et pour certains les plus choquantes de cette philosophie. Si la seule et unique loi est la non-agression, alors ça veut dire que n'importe quelle action volontaire entre adultes consentants est légale. Peu importe si c'est considéré comme immoral, dangereux ou bizarre, la prostitution, les jeux d'argent, la consommation de n'importe quelle drogue, et même des choses plus taboues encore, la seule question que la loi se posait, est-ce qu'il y a eu agression? Si la réponse est non, alors c'est licite. Point. La morale personnelle, c'est une autre histoire. Et ça nous amène tout droit à une position qui est farouchement anti-paternaliste. L'idée de forcer un adulte à faire quelque chose pour son propre bien est complètement rejetée. Une loi qui oblige à porter une ceinture de sécurité, par exemple, serait vue comme une agression. Pourquoi? Parce que l'État se comporte comme un père avec son enfant et viole la propriété que l'adulte a sur son propre corps et ses propres choix. Le principe est simple, chaque individu est le meilleur, et même le seul, juge de ce qui est bon pour lui-même. Prenons l'immigration. C'est un exemple parfait pour illustrer les débats passionnés au sein même du mouvement. D'un côté, on a des libertariens qui sont pour les frontières complètement ouvertes. Leur argument, la liberté de contrat. Si je veux embaucher quelqu'un de l'autre bout du monde ou louer un appartement à qui je veux, l'État n'a pas à s'en mêler. De l'autre côté, d'autres libertariens sont pour une entrée très restreinte. Eux, ils mettent l'accent sur le droit de propriété. Ils disent que les terres publiques n'existent pas vraiment et que l'immigration de masse mène à une sorte d'invasion et d'intégration forcée. Deux conclusions opposées issues des mêmes principes de base. C'est fascinant. Et pour ce qui est de la politique étrangère, là, l'application du principe de non-agression est assez directe et mène qu'à une position très claire, le non-interventionnisme, strict. Pour un libertarien, la guerre, c'est tout simplement la forme la plus extrême et la plus organisée de l'agression. C'est du meurtre de masse, du vol à grande échelle via les impôts pour la financer, le tout organisé par l'État. La conclusion est donc sans appel, il faut mettre fin à toutes les interventions militaires, à l'aide étrangère qui soutient des régimes, bref, à toute forme d'ingérence. Tout ça nous ramène finalement à notre question de départ. Si on pousse cette logique jusqu'à son terme, si on accepte vraiment que la non-agression soit la seule et unique règle, à quoi ressemblerait une société véritablement juste? C'est une question vertigineuse, une question radicale qui bouscule pas mal de nos certitudes. Et c'est précisément cette question qui est au cœur de toute la vision libertarienne. Voilà qui donne matière à réfléchir. C'est tout pour cette fois, merci d'avoir été à l'écoute.